Traditionnellement, dans l'étude des relations internationales, lorsqu'on parle d'attraction, on privilégie en effet deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est lorsqu'un État attire d'autres États pour constituer des alliances militaires, je pense en particulier au pacte de Varsovie ou à l'Alliance Atlantique pendant la guerre froide, ou bien on pense l'attraction au prisme du concept que tout le monde connaît de soft power, c'est-à-dire la séduction culturelle. On attire des populations par rapport à un mode de vie ou des valeurs qui sont projetées à l'international. Or, il me semble qu'on peut repérer un autre phénomène de l'attraction à une autre échelle. Je ne parlerai pas en termes de convergence de systèmes politiques, économiques ou sociaux, je dirais plutôt que c'est un mouvement qui tend à rapprocher les êtres humains et à inviter ces êtres humains à réfléchir sur leur mode d'organisation du vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire à réfléchir sur la constitution d'un nouveau système politique. Et ce nouveau système politique, il peut être qualifié en effet de cosmopolitique. En même temps, le cosmopolitisme n'est pas une doctrine homogène, c'est pas une doctrine uniforme. Le cosmopolitisme, en fait, il se décline au pluriel. Vous avez un cosmopolitisme, par exemple, qui insiste sur les droits de l'homme, l'universalisation de la démocratie et la protection des droits. Vous avez un cosmopolitisme qui insiste plutôt sur la protection des plus faibles, des plus vulnérables, des plus fragiles, c'est-à-dire l'aide au développement en particulier, et donc tout ce qui relève de la justice redistributive à l'échelle planétaire. Vous avez un cosmopolitisme plutôt institutionnel qui propose des réformes des Nations Unies jusqu'à considérer qu'une assemblée des citoyens à l'échelle mondiale devrait être constituée afin de représenter non plus simplement les États mais les citoyens. Vous avez aussi un cosmopolitisme plus républicain qui insiste sur l'engagement civique des populations à travers les frontières. Alors, concernant les événements qui peuvent être des indices de ce mouvement favorable au cosmopolitisme, j'en citerai deux. Le premier, ce serait la constitution de la Cour pénale internationale, qui en effet est un mouvement favorable à une meilleure prise en considération des droits, en particulier en période de conflit armé. Et puis le second exemple, qui relèverait plutôt de la justice redistributive, ça serait l'ensemble des taxations relatives par exemple aux billets d'avion pour financer le développement, qui constituent en fait des instruments en vue de redistribuer la richesse au profit des plus vulnérables. Alors, si je reprends les deux phénomènes que je viens de vous citer, on peut en effet repérer des tensions. Ce mouvement n'est pas forcément naturel et peut susciter des crispations. Si je prends le cas de la Cour pénale internationale, il est vrai qu'un grand nombre de gouvernements africains considèrent qu'il y a du deux poids, deux mesures, qu'il y a essentiellement des affaires africaine et que quelque part il y a une façon de concevoir la justice qui est finalement à deux vitesses. Et au printemps dernier, il y a eu en effet un mouvement très très critique de la part des gouvernements africains. Si je prends aussi le cas des taxations, on peut faire référence par exemple à la taxe Tobin par exemple. On est revenu sur cette taxe qui est assez ancienne maintenant, enfin, dans sa formulation initiale et dans son idée initiale, mais on s'est aperçu en effet de toutes les difficultés, notamment en 2013, sur la possibilité d'ajuster et de mettre effectivement en place ce mécanisme. Donc oui, ce phénomène, ce mouvement est repérable, mais il n'est pas unilatéral, il crée en effet des crispations. Et du point de vue de la philosophie, on peut en effet repérer des mouvements ou des courants qui sont critiques à l'égard de ce cosmopolitisme. Très succinctement, on peut repérer par exemple des libéraux très sceptiques qui insistent sur l'idée que l'État-nation conserve une pertinence aujourd'hui et que la protection des droits se fait par l'intermédiaire de l'État et essentiellement par l'État. Vous avez un cosmopolitisme critiqué par les communautariens qui disent voilà, l'individu cosmopolitique c'est l'individu de nulle part, il faut absolument qu'il vive dans des groupes et la vie bonne elle se situe à ce niveau-là, cet individu est complètement abstrait. Et vous avez aussi un autre courant critique qui cette fois-ci s'inspire de Carl Schmitt, qui a été l'un des détracteurs les plus virulents du cosmopolitisme au XXe siècle, et ses héritiers de Carl Schmitt se situent à la fois à droite et à gauche sur l'échiquier politique, ils se situent aussi dans des approches qui ne sont pas forcément schmittiennes au sens propre du terme. Vous avez des théoriciens critiques, par exemple, qui se réclament de Michel Foucault et qui en même temps disent voilà, Carl Schmitt est une façon de penser le monde aujourd'hui.
aujourd'hui, et eux aussi sont particulièrement critiques à l'égard de ce cosmopolitisme, en insistant sur l'idée de pluralisme. Il y a une pluralité d'unités politiques, et on ne pourra pas constituer une seule et unique organisation politique à l'échelle mondiale. Vous connaissez probablement un article célèbre de Stanley Hoffmann dans les années 70 qui qualifiait les relations internationales de science américaine. Et c'est vrai, la majorité et la grande majorité de la production théorique en relations internationales est une production en langue anglaise et qui plus est produite outre-Atlantique et plus spécifiquement aux États-Unis. En même temps, je pense que nous sommes à un virage et que ce virage est définitif dans le sens où la recomposition du système international, l'arrivée des grands émergents et la confirmation de leur place dans le système international invite à remettre en question les cadres d'analyse, les modèles d'analyse essentiellement occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle, dans la dernière partie de cet ouvrage sur l'attraction mondiale, j'ai voulu mettre en relief ces approches non occidentales, comment elles peuvent aussi nous éclairer sur la manière d'envisager justement l'organisation du monde. Et l'attraction, du coup, a un autre visage, une autre coloration, et c'était aussi le but de l'ouvrage de finir sur cette idée-là.